Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Les élections européennes sont passées, le Rassemblement national est arrivé en tête en France. C'est une nouvelle mandature qui commence. Quelles sont vos impressions sur les résultats à la fois en France et dans l'Union européenne d'un point de vue général? Comme vous le dites, c'est un grand succès parce que nous arrivons en tête de toutes les formations politiques. Et nous arrivons notamment devant le parti gouvernemental qui réunit, et c'est une coalition, ce n'est pas seulement la République en marche, mais ce sont tous ces alliés qui réunissent à peine plus de 22% des suffrages, ce qui est quand même très peu. Toutes les oppositions confondues représentent plus des 3/4 de l'opinion en France. C'est un exemple pratiquement unique dans les grandes démocraties. Par conséquent, j'estime que c'est un désastre pour le parti gouvernemental et un grand succès pour le Rassemblement national. Je ne me suis pas exprimé durant toute la période des élections pour ne pas laisser croire ce qui est interdit par les règlements, que j'utilisais les moyens du Parlement européen à des fins électorales, ce qui est prohibé. Mais il n'est pas interdit de dire aujourd'hui sa satisfaction. Alors c'est vrai que nous n'avons pas progressé en pourcentage et nous avons, compte tenu de la très forte participation, enfin plus forte en tout cas que les fois précédentes, progressé de pratiquement 500 000 voix. Donc c'est un grand succès. Tout de même, une coalition moins importante que ce qui était annoncé dans le nouveau groupe qui est constitué par votre mouvement. En tout cas, les analystes... Je termine parce que je suis assez stupéfait des commentaires. D'abord d'ailleurs sur notre pourcentage et sur celui de nos amis. Parce que vous avez des progressions comparables dans beaucoup de pays, à quelques exceptions près. Bon, j'entendais l'autre jour à la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, M. Moscovici, commissaire européen, qui, extrêmement satisfait de lui, etc., expliquait, en commentant des élections, que les populistes avaient perdu. Les populistes avaient perdu. Ils ont une progression considérable. Et le parti de M. Moscovici, dont je rappelle quand même qu'il était un élu et un ministre socialiste, lui termine à un peu plus de 6% des voix. Alors ça devrait ramener M. Moscovici un peu plus de modestie, mais non, pas du tout. Un culot extraordinaire, je dois dire, qui me stupéfie. Alors, ce qui me stupéfie aussi, c'est ce que l'on dit précisément de la constitution du groupe. Identité et démocratie, le nouveau groupe des partis nationaux. J'ai présidé un groupe qui s'appelait Identité, Tradition, Souveraineté. Je préfère peut-être encore Tradition à Souveraineté, bien que n'étant pas l'ennemi de la démocratie, mais très bien, qui fait suite au groupe que présidait Marine Le Pen, qui était le groupe ENL, Europe des Nations et des Libertés. Et alors j'entends là aussi que Marine Le Pen aurait échoué. Marine Le Pen aurait échoué parce que elle n'a pas assez d'alliés. Bon. Le groupe sortant, le groupe Europe des Nations et des Libertés, qui était le plus petit du Parlement, avait 36 députés. Le groupe actuel en a plus du double. C'est-à-dire que c'est la plus forte progression beaucoup plus forte encore que celle des écologistes. 73 députés pour le moment. 73 députés pour le moment. On dit, ah oui, mais j'entendais sur BFM TV un commentateur avisé dire, mais le problème du Rassemblement national, c'est qu'il n'a pas d'alliés. Il n'a pas d'alliés au plan interne en France, ce qui est malheureusement exact, mais il n'a pas non plus d'alliés sur le plan international. Et de continuer froidement en disant, mais elle n'a pas pu réunir au-delà des 12 formations politiques étrangères qui se trouvaient au grand meeting qui a été organisé à Milan avec notre ami Salvini. Mais dites donc, quand on a quand même 12 formations politiques de 12 pays différents qui sont vos alliés, on ne peut pas dire qu'on est privé de tout soutien. C'est extraordinaire. Moi, j'ai connu au début, à mon arrivée dans cette institution, où il n'y avait que 3 formations politiques. Longtemps, il n'y a eu que les républicaneurs allemands, les flamands du Vlaams-Belang et le Front National, c'est tout. Là, on annonce 200... En gros, 200 eurosceptiques. Eurosceptiques, alors ils ne sont pas tous dans les mêmes groupes, bien sûr, mais personne n'a jamais pensé sérieusement, enfin, moi en tout cas, je n'ai jamais pensé sérieusement que M. Farage, qui est un homme talentueux, avec un ego, on me permettra de le dire, un peu démesuré quand même, et qui lui ne rêve que d'une chose, ce qui après tout son droit et qui peut très bien se comprendre, c'est de quitter l'institution, ce qui devrait être le cas en octobre.
Ça traîne déjà depuis 2 ans. Bon, personne n'a jamais pensé que M. Farage allait réunir notre groupe, bien évidemment. Non, je crois que c'est un très grand succès, c'est une très forte progression et je m'en réjouis. Alors, autre élection, c'était cette fois-ci en France et au sein du groupe Renault, c'était l'Assemblée générale des actionnaires du groupe. Oui. Il y a eu à un moment le bruit que Bruno Gollnisch briguait la présidence de Renault France. Est-ce que vous étiez à l'Assemblée générale? Non, parce qu'il faut y accomplir un certain nombre de formalités, que j'ai eu quelques petits pépins de santé qui m'ont empêché d'y aller. Mais je suis l'évolution avec beaucoup d'attention. J'ai l'intention de demander d'ailleurs un rendez-vous avec monsieur Sénard. Je dois dire que j'ai été assez stupéfait quand même des évolutions de ce groupe. Parce que d'abord, il y a eu l'affaire Ghosn. Je critiquais M. Ghosn quand il était puissant. Quand il s'est fait voter le doublement de sa rétribution déjà absolument mirifique, alors que ni les salaires dans la maison, ni le cours de l'action, ni l'Assemblée générale elle-même, ne l'avaient autorisé. Il s'est fait voter ça par ses petits copains du conseil d'administration qui sont tous ses obligés et qui, je pense, après le scandale Ghosn, je ne veux pas accabler M. Ghosn, il a droit à la présomption d'innocence, mais il est évident que ce conseil d'administration actuel n'a plus aucune légitimité. Or, c'est ce conseil d'administration qui, sans attendre l'Assemblée générale, a coopté M. Sénard. On l'a d'abord coopté comme administrateur et une demi-heure après, on l'a coopté comme président. Je trouve que c'est quand même manquer de décence, même si je ne discute pas les qualités personnelles de M. Sénard. Et en plus, cerise sur le gâteau, on apprend qu'avant l'Assemblée générale, M. Sénard et l'équipe actuelle avaient prévu mis au point un projet de fusion avec Fiat et Chrysler. Ce projet de fusion était extrêmement désavantageux pour Renault, à mon avis, car le cours de l'action Renault, bien avant d'ailleurs le scandale Ghosn, mais plus encore évidemment après, était très inférieur à ce que représente réellement Renault comme potentiel industriel, technique, scientifique. Et je suis d'accord, pour une fois, avec le gouvernement actuel et notamment avec M. Le Maire, qui s'est mis en travers, mais qui a eu certainement le grand tort de le faire beaucoup trop tard et de ne pas poser clairement au départ à Fiat, au président de Fiat, les conditions qui étaient les siennes. Vous continuez votre action pour la défense des petits actionnaires. Oui, absolument, de l'intérêt du groupe et de ses salariés, bien sûr, pas seulement des actionnaires. Et et de tous les Français, parce qu'après tout, la régie Renault, c'était la propriété des Français. C'est un symbole. Voilà. C'est un symbole. L'État a vendu les bijoux de famille, là encore, s'est fait voter, cependant, pour compenser le doublement de ses droits de vote, ce qui a été, je pense, à l'origine de la crise avec Nissan. Moi, je connais Nissan, je connais le Japon, je connais les Japonais, leur mentalité, je connais le personnel politique japonais, je connais une administratrice qui représentait Nissan, qui n'est autre que Mme Koike, préfet, élu, gouverneur, peut-on dire, de toute la région de Tokyo. Hein, c'est autre chose que Mme Hidalgo. Bon. Je la connais bien, elle a été ministre de la Défense. Je pourrais contribuer peut-être à apporter ma pierre au rétablissement des relations de confiance entre Nissan et Renault. Mais voilà, je vais avoir de quoi m'occuper prochainement. Le 6 juin dernier, c'était les commémorations du débarquement de 1944. On a beaucoup parlé de l'absence de la Russie qui n'était pas invitée aux commémorations, malgré que la forte importance de l'armée russe à ce moment-là de la guerre. Est-ce que vous avez retenu, vous, d'autres points autour de ces grandes commémorations qui ont beaucoup marqué, une fois de plus, nos compatriotes? Oui, c'était de belles commémorations. Je voudrais croire que la non-invitation de la Russie tient au fait que la Russie n'était pas partie prenante dans ce débarquement. Elle combattait sur le front de l'Est et non pas une mesquinerie politique de plus contre cet État dont je crois qu'il représente pour nous un partenaire avec des potentialités considérables qui nous permettraient de rééquilibrer un peu le jeu international. Je dois dire que ces commémorations ont été de belles cérémonies, émouvantes, parce que c'est vraiment le dernier carré
Des vétérans. Des vétérans. J'apprécie beaucoup d'ailleurs le fait qu'on parle de vétérans aux États-Unis et pas d'anciens combattants. Autrement dit, ils continuent de combattre. Au qualificatif ancien, on préfère le substantif combattant, et ça c'est très bien. J'ai un regret quand même, parce que, bon, nous avons été libérés par le sacrifice de ces jeunes gens, soit, mais à quel prix ? Il ne faut pas oublier non plus quand même que la méthode habituelle de libération de nos alliés américains, c'est le carpet bombing, le tapis de bombe, et que l'ouest de la France a subi un véritable martyre, et on entend assez peu commémorer ce martyre-là et les dizaines de milliers de victimes civiles. Je rappelle que quand même que toutes les villes de l'ouest de la France ont été rasées. Caen, Saint-Malo, Le Havre, Rouen, il est resté le centre historique, Lorient, il n'est pas resté pierre sur pierre pratiquement, et beaucoup d'autres encore. Et là, on s'est beaucoup ému quand il y a eu l'affaire des Twin Towers. Mais des Twin Towers, après le débarquement, il y en a eu pratiquement une par jour. Alors je pense quand même qu'on devrait conserver, non pas dans un but vindicatif à l'égard de ceux qui sont nos alliés, mais on devrait quand même évoquer davantage ce souvenir. Alors c'est une autre forme de sacrifice. Récemment, vous êtes intervenu à l'Assemblée nationale, en commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale à Paris, sur la question fiscale. Et vous avez eu cette phrase assez étrange. Vous dénonciez le fantasme des paradis fiscaux. En fait, pour vous, stigmatisant le fait que la France était devenue, elle, un enfer fiscal. Un enfer fiscal, absolument. Mais tout de même, les impôts permettent à tout un chacun de profiter dans ce beau pays qu'est la France d'infrastructures. Oui, peut-être même à certains qui ne devraient pas profiter, oui. C'est vrai que c'est un tabou de le dire, mais enfin, il y a à côté... On paye trop d'impôts en France. On paye beaucoup trop d'impôts en France. Nous sommes les recordmen absolus, je crois, sur le plan mondial. Pratiquement la moitié du produit national passe en prélèvements obligatoires, sociaux, fiscaux, de l'État, des collectivités locales, etc. C'est démentiel. Et quand on voit l'usage qui en est fait, notamment dans le budget de l'État, mais aussi dans celui des collectivités locales qui se sont multipliées comme des millefeuilles, c'est effrayant. Alors si vous avez le bonheur d'avoir une situation, ma foi, qui ne soit pas tout à fait au ras des pâquerettes, alors là, c'est le matraquage total. Et puis, surtout, le système est d'une complexité effroyable, effroyable. Le seul avantage du prélèvement à la source, qui est entré en vigueur au 1er janvier, ce serait que les gens n'aient plus à faire de déclaration d'impôt. Or, on vient d'éprouver le fait qu'il faut qu'ils fassent une déclaration d'impôt. Et jamais cette déclaration n'a été aussi complexe. Si vous n'avez qu'un seul salaire qui est déclaré par un tiers, l'entreprise qui vous emploie. Bon, si c'est votre seule ressource, là, je dois dire, c'est assez simple. Mais si vous avez le bonheur ou le malheur d'avoir un petit plan d'épargne en action, quelques valeurs mobilières, d'être propriétaire d'un studio que vous louez, alors là, vous avez des revenus mobiliers, des revenus immobiliers, même très modestes. Il faut remplir des dizaines de rubriques, des déclarations complémentaires, la 2042, la 2044, la 2000 ceci, etc. C'est une véritable jungle. Et c'est d'autant plus une véritable jungle, d'ailleurs, que je le prouve, c'est que nous avons su, information absolument vérifiée, que 60% des membres du gouvernement, on ne sait pas lesquels, ont fait l'objet de redressements fiscaux. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas déclaré ce qu'ils devaient déclarer. On nous dit que ce ne sont pas des affaires Cahuzac qui sont de bonne foi. Mais moi, je veux bien le croire. Je veux bien croire qu'ils sont de bonne foi. Mais c'est bien la preuve que le système pose problème. Si des ministres dont on peut penser que normalement, même si ce sont des ministres macroniens, ils ont un coefficient intellectuel et un niveau d'éducation un petit peu au-dessus de la moyenne, sont incapables de remplir correctement leur déclaration d'impôt, comment voulez-vous que les citoyens ordinaires s'y retrouvent? Et effectivement, c'est vrai, tout le monde, on parle beaucoup à propos des affaires Balkany, etc., de la fraude fiscale, la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est pas tout à fait sur le même plan que le vol. Le vol, ça consiste à prendre la chose d'autrui. La fraude fiscale, c'est pas bien.
moralement. Je ne fais pas l'apologie de la fraude fiscale. Ça consiste à essayer de garder ce qu'on a et de se le faire ponctionner le moins possible. C'est, encore une fois, je n'en prends pas la défense, c'est moralement condamnable. Mais comme je l'ai dit, et je maintiens mon point de vue, il y aurait moins de recours aux paradis fiscaux si la France n'était pas devenue un enfer fiscal. Dans cette même commission des affaires européennes, vous avez interrogé Pierre Moscovici, dont vous parliez sur la question spécifique des résultats aux élections européennes. Vous l'avez également interrogé sur le cas de l'Italie, du rapport de la Commission européenne à la dette des États membres, mais aussi aux questions monétaires. On sait que l'Italie, pour reprendre ce cas-là, a innové dans une monnaie nationale, l'équivalent un petit peu des monnaies locales qui se développent en France. Est-ce que Pierre Moscovici, sur ces questions-là, par exemple, et sur la question italienne, vous a apparu changer un petit peu le braquet politique ou la vision? Il a fait plutôt profil bas en disant qu'il ne souhaitait pas entrer en contentieux et dans les procédures prévues par les traités de sanctions, etc., à l'égard de l'Italie. Nous verrons ce qu'il en est. Là où sa réponse m'est apparue assez faible, c'est quand je lui ai parlé de l'exterritorialité des sanctions américaines, c'est-à-dire la prétention exorbitante des États-Unis d'Amérique à vouloir étendre leurs sanctions au monde entier, c'est-à-dire à nous imposer, nous, de ne plus commercer avec l'Iran, avec Cuba, etc. Bon, nous avons nos propres analyses et nos propres intérêts qui ne sont pas ceux du gouvernement de Washington. Et là, M. Moscovici a dit qu'il partageait tout à fait mon point de vue, mais enfin, je persiste à penser que la riposte européenne n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et on le voit d'ailleurs, le gouvernement iranien s'est retourné vers les Européens en disant « mais cet accord dénoncé par les États-Unis, mais ratifié par vous et que vous prétendez maintenir, eh bien prenez les mesures pour pouvoir le maintenir. » Eh bien, toutes nos entreprises, en réalité, de crainte des sanctions, de l'universalité des sanctions américaines, ont déserté le terrain, moyennant quoi je crains que l'Iran ne reprenne évidemment son programme nucléaire. Je dois dire qu'il serait en quelque sorte, malheureusement, légitime à le faire. Le courage politique et les bonnes questions, c'est pour vous l'exercice auquel s'est attelé Édouard Philippe quand il a lancé devant l'Assemblée nationale puis le Sénat ce qu'on a appelé l'acte 2 du gouvernement Macron. Alors je suis allé assister à son discours et même à tout le débat qui a suivi. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Une tribune réservée aux anciens députés qu'on appelle, selon les uns, le cimetière et selon les autres, l'ossuaire. Voilà. Bon, parce que c'est... Précisément, ce sont les anciens députés, donc des gens très, très âgés comme moi. Bon, écoutez, ce discours, il y a d'abord toute une tirade obligatoire sur l'écologie, qui est devenue la nouvelle mode. Alors je ne dis pas que les problèmes environnementaux sont sans importance, bien sûr, mais je suis très méfiant. Parce que ce que nous voyons de l'écologie, notamment à Paris, qui est devenu un véritable enfer de pollution, d'embouteillage, etc., à cause de toutes les mesures complètement dingues, passez-moi l'expression, qui ont été prises sous la pression des écolos. C'est l'écologie punitive, dont je rappelle d'ailleurs qu'elle a été à l'origine de la crise des Gilets jaunes. Parce qu'au départ, le mouvement des Gilets jaunes, c'est la protestation contre les fameuses taxes carbone, etc., qu'on surajoute à l'imposition déjà considérable du carburant en France. Alors cette écologie-là, personnellement, ça ne me branche pas beaucoup pour parler familièrement. Alors il y a eu beaucoup de choses sur l'assurance chômage. Personnellement, je ne suis pas en mesure de juger... les retraites aussi. Alors les retraites, les retraites, il y a une certaine hypocrisie parce qu'on dit on maintient l'âge de la retraite à 62 ans, mais il y aura un système de bonus-malus tel que à 62, si on la prend à 62 ans, il y a toutes les chances d'avoir des cotes assez importantes, ce qui équivaut à un report de l'âge de la retraite sans le dire. Mais en réalité, disons les choses, je crois franchement, nous payons notre implosion démographique. On élimine 200 000 enfants à naître chaque année en France. La pyramide des âges repose sur sa pointe au lieu de reposer sur sa base. Les générations actuelles ne viennent pas suffisamment en remplacement
des générations qui vieillissent, et donc nous avons, et nous ne sommes pas les seuls, un énorme problème de vieillissement de la population. La procréation médicalement assistée sera peut-être une solution. Alors, Édouard Philippe a annoncé que ça allait évoluer. Alors ça, c'est typique de ces gouvernements, mais Sarkozy a fait pareil, Hollande a fait pareil, etc. Quand ils sont incapables de résoudre les vrais problèmes du pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une mesure qui fera plaisir à la gauche, qui fera plaisir aux médias, qui fera plaisir à l'état d'esprit hédoniste de notre époque, c'est-à-dire une mesure destinée à détruire ces contraintes bénéfiques sur lesquelles reposait notre société. Je veux parler de l'institution familiale, je veux parler du mariage, je veux parler de la transmission de la vie, etc. Voilà ce qu'ils font. Alors, on a la technique du salami, c'est-à-dire que quand on a eu, par exemple, le Pacs, on nous a dit, attention, non, mais on fait le Pacs, mais je vous assure, on fait le Pacs, mais il n'y aura pas le mariage homosexuel. Bon. Et puis, bien sûr, quelques années après, on a dit, écoutez, le Pacs, il faut transformer l'essai, on va faire le mariage homosexuel. Mais on vous rassure, il n'y aura pas la PMA, il n'y aura pas la GPA. Bon. Et puis maintenant qu'il y a le mariage homosexuel, eh bien, on fait la PMA. Et là, j'ai vu se lever d'enthousiasme le groupe ultra-majoritaire qui va faire à peu près les 2/3 de l'Assemblée nationale, pas dans le pays, mais au Parlement, des députés La République En Marche approuver, applaudir, et le Premier ministre et leur président de groupe, ensuite M. Gilles Legendre, comme s'il s'agissait d'une mesure extraordinaire qui va permettre aux femmes lesbiennes de procréer. Moi, je ne jette la pierre à personne. Je considère, je l'ai toujours dit, que ce qui se passe entre adultes consentants ne concerne pas la République. Mais enfin, les homosexuels font un choix de vie qui, normalement, n'implique pas la procréation. Il ne saurait se prévaloir, à mon avis, de je ne sais quel droit à l'enfant, parce que ce qui compte, c'est le droit de l'enfant à avoir comme référent un père et une mère. Et alors là, c'est la PMA, et on nous dit, bien sûr, il n'y aura pas la GPA, c'est-à-dire le louage des ventres, de femmes qu'on paiera pour enfanter la descendance notamment, là, ce sera des hommes homosexuels. Mais on nous prend pour des imbéciles, pour ne pas dire plus. Parce que bien évidemment, une fois qu'il y aura la PMA, au nom de quoi refusera-t-on l'égalité des droits? Voilà, on dira c'est l'égalité. Ce qu'on a donné aux lesbiennes, on doit le donner aux gays. Voilà, bon, bien évidemment. Et ainsi de suite, les verrous sautent, la société se décompose, tout le monde s'en fout, c'est le cas de le dire. Et je pense que c'est assez dérisoire, c'est odieux, mais c'est aussi minable que les gouvernants français, ça a commencé largement sous Giscard d'Estaing et même avant, prêtent leur plume ou leur autorité à ce qui me paraît être un signe assez sûr de décomposition de notre société. Je ne vais pas vous donner 4 heures, mais juste peut-être 1 minute ou 2. La morale est-elle la meilleure des politiques? C'est un des sujets du bac de philo. Très beau sujet du bac de philo. Les bacheliers sont en plein bac. Ce thème-là, celui de la morale, est la meilleure des politiques. Moi, je pense que la politique doit être soumise à la morale. Oui, la politique doit être soumise à la morale. Mais, deuxième partie, à la morale publique, qui n'est pas la morale privée. Je vais vous donner un exemple. Je vous parlais de la morale chrétienne, par exemple. La morale chrétienne préconise le pardon des offenses. D'accord. Mais un État qui, appliquant la morale chrétienne, refuserait de poursuivre et de châtier le crime, manquerait bien sûr à son devoir de protéger les innocents. Bien, je crois d'ailleurs que c'est une des grandes erreurs de beaucoup d'évêques, et peut-être même du souverain pontife, je ne sais pas, beaucoup d'évêques de France, quand ils traitent du problème de l'immigration. C'est pareil, la morale chrétienne vous fait un devoir d'accueillir l'étranger, bien évidemment. Mais la morale publique, elle, fait un devoir aux gouvernants de préserver la cohésion
de la collectivité nationale. Et par conséquent, je trouve que c'est un très beau sujet. En un mot commençant, oui à la morale, mais à la morale propre, qui est celle des dirigeants, qui ne doit pas leur faire oublier et qui doit passer au premier rang l'intérêt de la collectivité, ce que les théologiens appelaient autrefois le bien commun. Merci, à bientôt. Je vous en prie. Au revoir.